Bonjour à tous. Je vais vous présenter une conférence sur l'hyperscaling de ma société. Donc c'est un retour d'expérience complet et je l'espère avec le maximum d'humilité pour vous expliquer comment nous avons vécu en interne la transformation à très grande échelle de notre société. Et j'ai une très très bonne nouvelle. Cette présentation a 59 slides, mais ça va aller vite. Alors qui sommes-nous et qui je suis? Donc je suis Arnaud de Beringham, je suis le cofondateur et le dirigeant de Scaleway. Scaleway, c'est la filiale du groupe Iliad, plus connu sous Free en France, qui est en charge de l'hébergement. Alors on est une vieille société. On a été créé en 1999 et dans le monde de l'IT, c'est plutôt énorme. Nous sommes nés en même temps que Free, avec la démocratisation de l'Internet dans les années 99, pendant la bulle. Et on était là pour répondre aux besoins naissants des entreprises d'être présents sur Internet. Alors notre métier a subi de très nombreuses évolutions depuis une vingtaine d'années. Il faut comprendre que dans les années 2000, le besoin c'était d'être présent sur Internet. Donc on y répondait au travers de l'hébergement mutualisé, des noms de domaine. Puis après, au fur et à mesure, les entreprises souhaitaient externaliser ce qui leur servait de salle machine, leur placard à balai. Et donc, il y avait le marché de la colocation. Puis, au fur et à mesure, les entreprises, à partir des années, on va dire des années 2006, oui, je suis assez d'accord avec ça, ont décidé de ne plus être propriétaires de leurs infrastructures. Donc, est né tout le marché du serveur dédié. Puis, quelques années plus tard, 2010, le but était de consolider ces infrastructures. Donc, pour ça, on utilisait la virtualisation. Et depuis quelques années, avec une vraie accélération à partir de 2013, les entreprises ne veulent plus gérer d'infrastructure du tout. Et donc, c'est la naissance et c'est l'ère du cloud. Donc, il y a eu de nombreuses transformations de notre métier et on a su, sur ces 20 dernières années, à chaque fois répondre à la transformation de notre métier. Donc, concrètement, comment ça s'est traduit chez nous? C'est 99, on lance une plateforme d'hébergement mutualisé qui s'appelle Online. Voilà, cool. Puis un petit peu plus tard, en 2006, donc c'est là où je rejoins la société, on crée Dedibox, qui est la filiale d'hébergement de serveurs dédiés. Donc c'est la naissance de cet acteur. Et on a eu un succès extrêmement considérable, puisque aujourd'hui, et on a toujours du succès sur ce métier-là, aujourd'hui on a plus de 100 000 serveurs qui ont été déployés ces dernières années, et on représente aujourd'hui la 10e plus grosse infrastructure Internet au monde. Donc c'est une activité qui est vraiment très 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 importante chez nous. Et il faut bien comprendre qu'on est né par l'infrastructure et on continue à vivre avec l'infrastructure. Puis après, en 2009, comme je vous ai expliqué, les entreprises avaient la ferme volonté d'abandonner leur placard à balai qui leur servait de data center. Et donc pour répondre à ce besoin-là, on est rentré dans le marché de la colocation et du data center. Et nous avons construit 4 data centers, dont les plus connus sont DC2, DC3, donc les deux sont à Vitry-sur-Seine, DC3 qui est né en 2014, et plus récemment, en 2018, on a lancé DC5. Donc c'est notre outil de travail, ce qu'il fallait comprendre, ce qu'il faut toujours comprendre, et parce que c'est toujours notre cas, on est avant tout une société d'infrastructure. Puis, en octobre 2014, un peu tout qui a changé. On a décidé de lancer notre première brique d'écosystème dans le cloud. Et on a fait de manière assez différente, c'est-à-dire que on a créé un concept novateur sur une architecture basée sur l'ARM que nous avons entièrement conçu en interne, que ce soit le soft, le hard et l'ensemble de la stack logicielle. On l'a entièrement conçu en interne et toute la plateforme a été physiquement fabriquée à Laval, en France. Et tout cet écosystème est animé par notre brique logicielle. Et on a décidé, en tout cas le concept, l'équipe, le produit, de le dénommer Scaleway. Et donc c'est encore une marque dans notre giron d'hébergement et qui était dès l'origine, et c'était un choix délibéré, complètement dissocié du reste de la société. Et malheureusement ou heureusement, on a eu un succès considérable. En très très peu de temps, le concept a bénéficié d'une aura très importante, d'une couverture de presse très importante. Le concept était extrêmement novateur pour l'époque et on a très très vite trouvé notre clientèle, et c'est une clientèle principalement international. C'est un produit, dès son lancement, on a fait 76% d'international. Pour une boîte française, c'est quand même assez incroyable. Et tout ça, toute cette histoire, elle a été créée par 11 personnes, 11 développeurs, sous la forme de spin-off. À l'époque, on était plutôt dans un mode POC. L'idée, c'était de dire, bon, la prochaine révolution, c'est cloud. OK, très bien. Comment est-ce qu'on adresse la problématique? Comment est-ce qu'on adresse le produit, le marché? J'ai créé une spin-off. On a mis une dizaine, 11 précisément, développeurs pour travailler sur le concept et qui ont été installés dans des locaux dissociés. Alors,
dans toute belle histoire, il y a des succès, mais il y a aussi des erreurs et des échecs. Et malgré toute la bonne volonté du monde, malgré la mobilisation de l'ensemble de la société pour y arriver, on a eu pas mal de problèmes. Notamment, on a eu des ventes qui ont explosé. Quand je dis explosé, c'est à partir du moment où on a lancé notre produit. On a été quasiment constamment face à des ratios de vente qui étaient extrêmement élevés. Et en même temps, ma logistique éprouvait d'énormes difficultés à produire. Ce qu'il fallait comprendre, c'est qu'on n'était pas dans un mode où on a des infrastructures qui sont virtualisées. C'est des infrastructures physiques, fabriquées à Laval, en France. Chaque client, c'était un serveur qui avait la taille d'une carte de crédit. Donc, ça nécessitait des capacités de production et de logistique qui étaient importantes. Et donc, du coup, nos stocks étaient très bas, voire chroniquement très bas. Pour la petite histoire, il nous a fallu presque 20 mois avant de retrouver des stocks normaux et arriver à répondre à la demande. 20 mois. Et évidemment, nos clients ne comprennent pas. Et la croissance est coupée net, puisque nos clients, malgré l'attrait qu'ils ont pour nos produits, ils ne peuvent pas acheter. Et la promesse du cloud est compliquée. Et en parallèle, étant donné que j'ai que 11 développeurs qui travaillent sur le concept, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cloud, c'est un monde d'écosystèmes composé de multiples produits. Donc c'est un peu difficile d'accélérer sur le développement de l'ensemble des produits qui sont nécessaires pour répondre à la demande de nos clients. Et donc du coup, on s'est retrouvé en difficulté. La taille de l'équipe, l'organisation de la boîte, sa logistique, tout montrait clairement ses limites. Et on avait besoin d'entamer une réorganisation très profonde sur l'ensemble des domaines pour passer de l'ère de l'infrastructure à l'ère du cloud. Et donc, du coup, tout a changé le 5 août 2017, où je prends la décision, en collaboration avec Xavier Niel, de pivoter l'ensemble de ma société vers notre spin-off Scaleway. C'est bizarre, une société de 70 qui se fait intégrer par une spin-off de 11 personnes. C'est la décision qu'on avait prise à l'époque, puisque notre spin-off Scaleway était clairement l'avenir de notre métier et il était nécessaire de revoir en profondeur notre organisation pour pouvoir répondre aux nouvelles problématiques. Et donc, du coup, on a tout pété. C'est aussi simple que ça. On change tout. On a reconstruit à neuf. Et ça passe des process de recrutement, l'environnement de travail, nos méthodologies de développement, notre roadmap, notre logistique, notre support technique. Tout a changé du jour au lendemain. Et notre long historique s'est retrouvé profondément bouleversé. Alors, on va voir point par point comment ça s'est traduit sur notre organisation, comment ce pivot complet de la société s'est traduit sur notre organisation. Avant notre pivot, comme je vous l'expliquais, on était une société d'infrastructure. Donc on était infrastructure centrique. On était une société de la post-bulle Internet avec un chiffre d'affaires confortable, en progression constante depuis longtemps, avec une position importante sur le marché. Les clients consommaient de l'infrastructure et donc on avait une organisation de notre entreprise qui était adaptée aux infrastructures. Donc on avait 6 grandes divisions. On avait une division système, une division logistique, data center, les ventes, tout ce qui était développement, réseau, laboratoire de R&D. Ce qu'il faut comprendre, c'est la petite brique Dev Front SI. C'était exactement 11 personnes. Pour vous donner un ordre d'idée. On était 90 personnes en tout dans la société, une quinzaine de développeurs, et l'ancienneté moyenne de mon entreprise était de 5,7 ans. Donc, il fallait comprendre que les gens avaient une ancienneté très élevée. Nos systèmes d'information, c'était un gros monolithe qui capitalisait une quinzaine d'années de métier à l'intérieur et qui marchait quand même super bien. Deuxième problématique, c'est qu'on avait 5 marques différentes. Il y a Data Center, Online, Book My Name, Dedibox, Scaleway. Chaque marque répondait à un besoin du marché. Et dans ce type de fonctionnement, en fait, c'est l'infrastructure qui fait le produit. On vend une infrastructure au client, on ne vend pas réellement un produit, parce que c'est le client qui est le produit. Donc du coup, on avait un niveau d'automatisation et d'industrialisation qui était extrêmement élevé. Si on arrivait à faire tourner une infrastructure de cette taille-là avec une dizaine de développeurs, c'est qu'il y a des raisons. Après le pivot, on est passé sur une organisation product-centrique. Et c'est un changement très considérable à notre échelle. Pour passer une organisation produit et agile, il fallait vraiment tout reprendre de zéro, absolument tout. Et pour la société, pour mes collaborateurs, ça a été un choc extrêmement important. On a commencé par l'environnement de travail. On a créé ce qu'on appelle, nous, les maisons. On a déménagé dans un magnifique hôtel particulier qui nous a été prêté par Xavier Niel pour se sentir comme à la maison. Et puis, on a fait aussi une ouverture vers la province. On a créé une maison sur l'île également. Et le but, c'était de pouvoir se donner les moyens d'attirer les talents et les développeurs dont nous avions besoin pour pouvoir développer notre écosystème et nos produits.
On a travaillé sur un plan de recrutement très ambitieux. On a recruté plus de 150 personnes dans l'espace d'un an sur les profils qui sont réputés les plus difficiles à recruter sur le marché. Et surtout face à des géants. Il faut comprendre qu'à 3-4 stations de métro de chez nous, on a des gens américains qui veulent aussi ces talents. Donc on a revu entièrement notre process d'embauche. On l'a complètement gamifié. On a décidé de faire un process où on embauche les gens en une journée. Ils viennent le matin, ils passent un escape game le matin. L'après-midi, ils passent des entretiens techniques avec nos collaborateurs. Et le soir, ils repartent avec leur contrat de travail. Et le tout, évidemment, avec tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne, un cadre de travail agréable, des salaires élevés, ce qui nous a permis de pouvoir recruter un grand nombre de développeurs assez rapidement. Ensuite, il y avait des changements au niveau communication. Donc, le changement des moyens de communication, que ce soit interne ou externe, c'est aussi quelque chose d'important. On avait avant, comme beaucoup de boîtes, des mailing lists, l'omniprésence des emails, on avait un petit peu d'IRC chez les devs. Donc du coup, on a tout uniformisé, on est passé sur Slack. Et en externe, j'ai recruté un certain nombre de spécialistes pour faire connaître l'entreprise, parce qu'on n'était pas très connus. On était un peu dans le giron du groupe Iliad, un peu dans l'ombre. Donc le but, c'était de faire connaître l'entreprise, sa marque, ses produits, et unifier, professionnaliser notre image. Pivoter, c'est aussi assumer un changement de marque. Alors, ça peut paraître facile, mais c'est extrêmement difficile lorsque vous avez 5 marques qui vivent ensemble depuis 15 ans. Donc pivoter les marques et la ramener tout autour de la marque Scaleway, c'est très ambitieux, c'est pas facile, et c'est un chantier qui est toujours en cours d'ailleurs, et qui est loin d'être facile. On a dû revoir l'ensemble du management, et pour moi personnellement d'ailleurs, ça a été la tâche la plus compliquée, la plus difficile, puisque dans notre organisation, je n'avais quasiment pas de manager, il y avait moi et les grosses équipes. On a dû revoir tout, vraiment, et ça a été vraiment compliqué. Alors, la première grosse étape a été de créer un comité de direction, un CODIR, avec l'ensemble des fonctions qui sont nécessaires à la société. Donc, finance, organisation, stratégie, marketing, direction technique, ressources humaines. Donc, m'entourer de spécialistes pour pouvoir gérer la société correctement, puisqu'elle a triplé de taille en l'espace d'un an. Donc, c'était nécessaire d'avoir ce niveau-là. Puis après, on s'est attaqué aux fonctions N-1, donc les VP, et ensuite l'organisation côté produit, donc tout ce qui est PM et PO. Le très gros changement qui est le plus visible, en tout cas pour mes collaborateurs, c'est les équipes produits. Étant avec les effectifs qui étaient déjà existants dans la société que les effectifs qu'on a recrutés progressivement sur 18 mois, on a dû passer de 6 départements très monolithiques vers une vingtaine d'équipes produits et une dizaine d'équipes métiers. Donc forcément, tout le monde a dû un petit peu se projeter, se réorganiser pour intégrer l'ensemble de ces produits, se retrouver hyper spécialisés dans un produit, alors que les développeurs auparavant étaient très généralistes et travaillaient sur quasiment tous les produits. On a mis en place des rituels individuels, collectifs, qui sont indispensables pour pouvoir faire évoluer la société. Donc c'est par exemple les all-hands, les stand-up meetings, les daily, les workshops, les one-to-one. C'est une mécanique de précision pour éviter le top-up to down, on va dire, et que chacun puisse pouvoir s'approprier les grandes décisions de la société, voire même d'y participer. Donc ça n'existait pas du tout avant. Les rituels avant, c'était on se déplace, on va à la table d'Arnaud, on lui dit qu'est-ce que tu en penses de ça? Donc on a dû, comme la boîte a grossi, changer radicalement le process. Ensuite, on est passé sur l'agilité, un gros changement de méthode dans nos développements. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la nature de nos métiers fait qu'on a un très grand nombre de produits à développer qui sont extrêmement interconnectés entre eux. Ils sont très imbriqués. Donc pour ça, on s'est entouré de spécialistes, notamment de Clément de Xebia, qui est en face au premier rang, pour nous accompagner dans cette tâche difficile d'organisation, d'agilité et d'organisation de développement pour avoir le maximum d'efficacité de nos différents collaborateurs. Et donc, on est passé sur la stratégie exactement inverse, c'est le produit qui fait l'infrastructure. Le produit définit l'infrastructure et nous vendons, nous commercialisons un produit à nos clients. 2 ans après, là on est maintenant 2 ans après, on a, maintenant qu'on a développé les briques fondamentales et l'ensemble des produits qui sont nécessaires pour répondre aux besoins des entreprises, on est passé sur une stratégie beaucoup plus community-centrique. Maintenant, on est beaucoup plus à l'écoute de nos clients parce que nos produits ne vont pas se vendre tout seuls et on a besoin de l'ensemble des compétences de la société, que ce soit le plus complémentaire possible pour réussir ce défi. Donc, juste après le pivot, on était plutôt développeur centrique. Nous, on disait qu'on avait un cloud pour les développeurs, le B2D, business to developer. Et maintenant, on a la volonté, compte tenu de la maturité de nos produits, d'aller plus vers du B2B et d'être beaucoup plus à l'écoute de nos clients. Donc pour ça, on a créé ce qu'on appelle les comets. C'est une première horizontalité qu'on a créée dans l'entreprise
qui sont pilotés et suivis sous la forme d'OKR. Et les équipes sont réparties sur l'ensemble de ces comètes. Ces comètes représentent un enjeu stratégique pour la société. Alors, ça permet de mettre ensemble l'ensemble des compétences qui étaient avant très silotées, de pouvoir par exemple faire travailler les équipes avec le support, la communication, le marketing, et les regrouper sous la forme d'objectifs clés pour la réussite de l'entreprise. Parce que nos produits ne se vendent pas tout seuls. Et ça, c'est important. Ensuite, on a travaillé sur l'expérience utilisateur. Il y a une phase d'écoute qui est importante pour éviter le phénomène destination qui est problématique. C'est-à-dire que dans la tête de nos PM, de nos développeurs, l'objectif, c'est de sortir un produit et de faire une GA. Ça, c'est dans la quasi-totalité des boîtes comme ça. Donc, on s'est posé la question inverse, c'est qu'est-ce que veulent nos clients, comment est-ce qu'on peut y répondre et quel est le cadre qu'on met au complet pour que l'utilisateur s'y retrouve. Ce n'est pas juste pousser un produit en GA, c'est un ensemble, c'est aussi la communication, du marketing, des ventes, du personnel au support à former. Donc c'est un gros travail qui a été nécessaire pour améliorer l'expérience de l'utilisateur. C'est la communication également, c'est les interfaces, la qualité de nos produits, les SLA qu'on y donne, et la montée en gamme de l'ensemble des produits. Alors maintenant, le plus important de cette conférence, c'est quel est mon retour d'expérience de ce PO. Bon, pas simple. C'est la première fois que je fais ce retour d'expérience d'ailleurs. La première qualité d'un dirigeant, c'est de comprendre les problèmes et les échecs et de traduire les échecs en expérience. Et ça, c'est vraiment le point fondamental. Et une expression que je sors souvent, c'est que la marche est une suite de chutes qui sont évitées. Notre organisation a changé plein de fois. C'est normal, on ne doit pas en avoir peur. Et ça doit nous servir à chaque fois pour améliorer notre organisation. Ma volonté, dès le début, c'était d'insuffler un management par la co-construction et par le collectif. Ça, c'est vraiment ma manière de fonctionner, c'est ma culture, mon éducation, c'est de travailler tous ensemble, d'éviter la personnification à l'extrême de la boîte. La réussite de la boîte, c'est la réussite de la boîte, ce n'est pas la réussite d'Arnaud. Ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. On a tous envie, en tant que dirigeant, d'avoir un alignement complet, c'est-à-dire que l'ensemble de son organisation est totalement aligné, surtout lorsque son organisation est touchée en plein cœur. Ce n'est pas exactement ce qui se passe, puisque dans une entreprise qui triple de taille, la réalité, c'est plutôt ça. Et mes collaborateurs eux-mêmes me le disaient à longueur de temps, Scaleway, c'est une grande ZAD. Les anciens vs les nouveaux, les juniors vs les seniors, les tech vs non-tech, voire même, il y avait des tensions entre équipes. Et à chaque fois, revenait presque toujours la même chose, l'onboarding. Quand vous triplez de taille en l'espace d'un an, il y a un bouleversement considérable dans la culture et les valeurs de l'entreprise et une organisation à affiner en permanence pour essayer de comprendre et d'onboarder toutes ces personnes-là par rapport à un marché qu'ils ne connaissent pas forcément. Et le deuxième point aussi qui est important, c'est la méthodologie. Embarquer beaucoup de gens dans une société, c'est bien, mais quand il y a de la méthode, quand il y a de l'agilité, quand les objectifs sont clairs, quand il y a un release plan qui est clair, c'est beaucoup plus simple, les gens se projettent et s'impliquent beaucoup plus. Voilà, c'est pas grave, je ne sais pas pourquoi c'est ça que j'ai mis là. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'on a extrêmement tardé, et ça c'est vraiment un échec, c'est vraiment une erreur de ma part, on a beaucoup tardé à mettre en place une approche d'agilité dans l'entreprise. Et bien pour être précis, à partir du moment où on a décidé de commencer à recruter et au moment où Clément nous a rejoints, il s'est passé 7 mois. 7 mois. C'est énorme dans une boîte qui avait presque pas de méthode. Et on a eu des difficultés majeures pour pouvoir recruter et former nos managers qui sont arrivés extrêmement tardivement, voire même les managers sont arrivés après que leur équipe ait été embauchée. Et ça aussi, c'est une erreur parce que on ne peut pas avoir une équipe qui marche en roue libre, qui soit organisée, qui fonctionne en collaboration avec les autres équipes s'il n'y a pas de manager. On savait en fait que les recrutements allaient être une tâche vraiment difficile. Il y a 2 erreurs. La première, c'est d'avoir concentré la quasi-totalité de nos efforts sur les recrutements avant de communiquer à large échelle dans l'entreprise notre stratégie. Donc ça a rendu l'onboarding des nouveaux collaborateurs vraiment chaotique. Et à l'opposé, en voulant corriger ce problème-là, on a fait une deuxième erreur qui est de dérouler une stratégie qu'on a communiquée à grande échelle sans mettre l'organisation qui va avec. Donc du coup, on a accumulé 2 erreurs pour lesquelles nos collaborateurs se sont sentis un petit peu perdus. Un de mes plus grands échecs personnels, c'est aussi la notion de DevOps.
ce qu'il faut comprendre, c'est que DevOps, ce n'est pas des individus ou une compétence, c'est une organisation. Et une organisation qui est à construire avec des gens qui ont cette compétence. Et c'est s'est traduit extrêmement rapidement en une gestion du run et des ops extrêmement chaotique. Dans une boîte où justement on a une infrastructure de plus de 100 000 serveurs à piloter, ça a eu des conséquences et ça crée beaucoup de tensions. Le management, j'en ai beaucoup parlé et je reviendrai beaucoup là-dessus parce que je sais que vous allez me poser des questions. Le recrutement des managers, c'est vraiment une tâche qui est difficile. Et nous avons toujours des difficultés à récupérer des managers. Il y a déjà une première tâche qui est que moi, je dois pouvoir m'entourer de vrais bras droits et leur donner la légitimité et la confiance qui est nécessaire pour qu'ils réussissent. L'ensemble des fonctions de l'entreprise qui étaient avant incarnées par Arnaud et Arnaud tout seul, il faut avoir non seulement l'humilité, mais aussi la confiance et créer l'ensemble des compétences autour de moi qui sont nécessaires pour piloter la boîte à plus grande échelle. Et puis, les niveaux de management qui sont en dessous, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'entre le management de produits, le management des people, continuer à faire de la tech ou pas faire de la tech, le cœur des gens balance en permanence. Le métier du management est difficile. Et la montée en compétence des soft skills des managers qui sont moins expérimentés, c'est aussi extrêmement ardu. Les anciens, dans le REX, c'est aussi un élément important. J'ai perdu la quasi-totalité de mes développeurs de confiance que j'avais avant le pivot. C'est la réalité la plus brutale d'une boîte qui change. Beaucoup se projettent pas du tout dans une aventure d'hypercroissance. Et la montée en compétence qui est nécessaire au niveau du management. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est avant le pivot, tout le monde se voit calife à la place du calife. Il y a des places qui sont enviées. Et puis après le pivot, c'est des places qui sont détestées, voire fuies. Parce que le management de gens, c'est extrêmement difficile, avec les effets contagieux de découragement qui vont avec. Mais avant tout, c'est le petit message que je veux envoyer, c'est énormément de positif. C'est une aventure incroyable. Ouvrir son entreprise comme la mienne à d'autres horizons, d'autres marchés, c'est une étape importante de ma carrière. Et vous n'imaginez pas le plaisir que j'ai au quotidien de travailler avec mes équipes, avec leurs compétences, avec leurs talents. J'ai la chance d'être entouré de 247 collaborateurs brillants qui sont engagés dans le succès de cette entreprise et qui ont vécu l'ensemble des épreuves qui suivent notre pivot d'il y a 2 ans. Et ça compense bien évidemment largement toutes les épreuves qui ne sont pas forcément faciles, qui sont déroulées dans notre société ces 2 dernières années. Et comme il me reste plus que quelques minutes, je vais passer directement aux questions qui, je suis sûr, vont être nombreuses. Donc, les questions. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Rapidement, vous avez beaucoup parlé de management. Je voulais savoir, est-ce que vous n'avez pas voulu développer plutôt l'autonomie des équipes en développant le leadership de chacun? C'est une très bonne question. Ce qu'il faut comprendre également dans les erreurs, j'aurais dû le mettre, on a peut-être embauché un peu trop de juniors. J'aime bien, j'ai lu pas mal d'articles là-dessus, je discutais avec des confrères. Je suis assez d'accord avec le fait qu'il faut au minimum un senior pour 2 voire 3 juniors. En voulant recruter vite, parce que c'était nécessaire pour développer notre écosystème, on a recruté beaucoup de juniors qui ont peu d'expérience et de recul professionnel. Donc les qualités de leadership sont pas forcément la chose qui est construite dès qu'ils arrivent. Ça, c'est un point important. Je pense que le leadership, c'est une qualité de gens d'expérience. Il faut s'en donner les moyens et le temps de les recruter, ce qui n'était pas forcément notre cas quand on avait entamé le pivot il y a 2 ans. Oui. Bonjour, merci pour cette présentation. Moi, je voulais savoir, vous avez parlé un petit peu de la culture, parce que c'est habituellement un des gros problèmes qu'on a dans l'hypercroissance, c'est comment on maintient. On avait une culture qui était là. D'ailleurs, comme vous disiez, le départ des anciens, c'est souvent lié à ça. Ils ne s'y retrouvent plus dans la nouvelle organisation. Comment vous avez fait? Vous avez essayé justement de faire émerger une nouvelle culture, de conserver l'ancienne, effectivement, de laisser les choses aller? Comment ça s'est passé au niveau de cette culture? Est-ce qu'il y avait des valeurs que vous avez essayé de conserver, de nouvelles choses à mettre en place? Alors, moi, ce qui m'a affecté le plus personnellement, c'est le départ des anciens. Quand je suis entouré de collaborateurs depuis plus de 6 ans, même beaucoup plus pour certains, les voir partir un par un, ça fait
On se pose beaucoup de questions. On avait une culture d'entreprise, mais elle n'était pas ni documentée, ni écrite, ni communiquée. On avait beaucoup d'ancienneté, on avait une longue histoire qui était faite de plusieurs rebondissements divers et variés, mais on n'a jamais pris le temps et la peine de le mettre par écrit et de la cultiver, cette culture. On l'a fait, mais extrêmement tardivement. Après le pivot, avant de se poser la question il faudrait peut-être écrire notre culture, en faire quelque chose. Il s'est passé à peu près 1 an avant qu'on se rende compte quand on triple de taille, un certain nombre de personnes qui viennent juste d'arriver dans la société, ils ne connaissent pas la culture de la société. Donc ça, c'est un boulot qu'on a fait, mais extrêmement tardivement, parce qu'on ne s'en est pas rendu compte tout de suite. On s'est dit, comme nos nouveaux vont être encadrés avec des anciens, que tout ça, ça va se mélanger, ils vont comprendre naturellement quelle est la culture de la boîte, d'où on vient, où est-ce qu'on va, pourquoi, comment, quelles sont nos valeurs. Ça n'a pas marché. Vraiment, ça n'a pas marché, parce que même pour les anciens, ils l'avaient dans leur tête, mais ce n'était pas quelque chose de communiqué et qui vivait au quotidien. Donc, du coup, on a fait ce chantier-là, mais largement après. Et ce qui n'aide pas du tout pour fidéliser ces nouveaux, aussi ces anciens, et puis ça crée des tensions, les gens ne comprennent pas, et pourquoi est-ce que la boîte a cette habitude-là. Donc c'est un chantier qui est arrivé malheureusement tardivement. Ça fait partie aussi, j'aurais dû le mettre dans le REX, ça fait partie des choses à accompagner dans la transformation d'une boîte à grande échelle. J'espère avoir répondu à ta question. Bonjour. Bonjour. Merci pour le REX. Moi, j'avais une question par rapport au droit à l'erreur. Est-ce que quand vous avez démarré ce chantier, vous avez négocié ou pas avec vos différents dirigeants, enfin vos responsables, en disant effectivement, on part sur quelque chose. Est-ce qu'il y a droit à l'erreur et s'il y a erreur, on pourra changer et évoluer rapidement? L'ADN d'un entrepreneur, c'est prendre des risques. Sinon, déjà, ça ne me motiverait pas le matin pour me réveiller. La prise de risque est un facteur de motivation important pour le dirigeant. Et je souhaite, en tant que dirigeant, qu'aussi la prise de risque soit un élément de motivation pour mes collaborateurs. Mais ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Le droit à l'erreur, oui, il est assumé. On a pris quand même un risque très considérable d'une boîte qui faisait plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui était en croissance constante, d'entièrement la pivoter vers un nouveau marché dont le marché est détenu à plus de 80% par des géants américains et asiatiques, et pas des petits. Donc oui, c'est une prise de risque, mais quand on a nos métiers historiques dont la croissance se tasse de plus en plus parce qu'il y a une mutation complète du marché vers le cloud, il faut savoir prendre le risque au bon moment, de pivoter son entreprise au bon moment pour être présent au bon moment avec les bons produits pour répondre à la demande du marché. Oui, c'est une prise de risque. Le droit à l'erreur, tout le monde l'a. En tout cas, quand on est un dirigeant, on assume ses erreurs. Et ça fait partie du quotidien d'un dirigeant, en tout cas. D'autres questions? Oui, il y a une question devant, là. Oui, bonjour, merci pour ce Rex. Moi, j'avais une question par rapport au management. Vous avez parlé de rituel et d'un rituel qui paraît très intéressant, qui est le one-to-one, mais qui peut être aussi quelque part antinomique avec une organisation très à plat. Donc, combien de managers pour combien de collaborateurs? Comment vous avez géré ça? Alors, avant, j'avais pas de manager, très clairement. Il y avait moi, voilà, ça s'arrête. Et ça marchait. Les gens étaient hyper responsabilités. Il y avait beaucoup d'ancienneté aussi, donc les gens savaient ce qu'ils avaient à faire. Ça marchait. Les rituels, c'était l'entretien annuel comme tout le monde, et ça marchait très bien. Bon, on s'est très vite rendu compte que quand on grossit, on a besoin d'une structure de management qui n'est pas la même. Comme j'ai expliqué, le plus dur en termes de recrutement, c'est de trouver les managers, les bons managers. C'est la tâche la plus difficile en termes de recrutement. Et c'est une erreur parce que même encore aujourd'hui, 2 ans après, on est toujours en train de chercher les managers pour pouvoir avoir les niveaux de management suffisants sur l'ensemble des équipes. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas assez de managers, clairement. La tâche de management est complexe chez nous parce qu'elle nécessite beaucoup de compétences. C'est des grosses équipes. Parfois, il y a des équipes qui dépassent 10, 12 personnes. On a une population qui n'est pas facile, qui nécessite beaucoup d'attention, beaucoup d'écoute. Donc on est toujours en recherche de managers. Moi, je me fixe comme objectif d'avoir un manager pour 3 personnes, 3, 4 développeurs max. Et j'espère y arriver à horizon, j'espère 1 an. C'est pas gagné. Voilà, je crois que c'était la dernière question, j'imagine. Non? Il y a une question devant.
Est-ce que j'ai le temps encore pour une dernière question? Je ne sais pas où est-ce qu'il est, l'organisateur. Non, il tient le micro. On se voit juste après. En tout cas, merci à tous. Et merci à tous et je suis disponible si vous avez des questions. Bonne journée.